Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette émission spéciale portant sur les élections fédérales dans le comté de Portneuf-Jacques-Cartier. Le lundi 19 octobre prochain, vous serez appelés aux urnes pour choisir l'un des 4 candidats qui apparaîtront sur votre bulletin de vote. Pour vous aider dans vos choix, nous réunissons ce soir en direct de nos studios à Saint-Raymond les 4 candidats dans Portneuf-Jacques-Cartier. Par ordre alphabétique, David Gauvin du Parti libéral du Canada. Bonsoir, M. Gauvin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. Joël Godin du Parti conservateur du Canada. Bonsoir, M. Godin. Bonsoir, M. Beausoleil. Raymond Harvey du Bloc québécois. Bonsoir, M. Harvey. Et Hélène Michaud du nouveau Parti démocratique, le NPD. Bonsoir, Mme Michaud. Bonsoir. Tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi la scène politique fédérale au lieu de la scène provinciale? M. Godin. En fait, moi, il faut regarder mon cheminement de carrière. J'ai été, depuis que je suis haut comme ça, pour bien situer les gens, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je veux être député à la Chambre des communes. Et j'ai commencé au conseil étudiant. Et par la suite, j'ai été conseiller municipal. Et j'ai enchaîné entre-temps au niveau de mon entreprise et au niveau du privé. Mais j'ai également travaillé au niveau du niveau provincial. Alors, c'est tout à fait naturel pour moi, dans la suite des choses, à 50 ans, de m'en aller au niveau fédéral. Mme Michaud. En fait, pour moi, la politique, c'est une passion. Je viens d'une famille où le service public a toujours été valorisé, encouragé. Mes 2 parents sont des militaires de carrière. Ils ont fait énormément de bénévolat et j'ai toujours été encouragée à m'impliquer dans la communauté. Et j'ai un peu suivi l'exemple de ma grand-mère, de ma tante qui sont impliquées énormément en politique, elle aussi en politique fédérale. Et la politique fédérale, il y a des enjeux qui me passionnent énormément. Alors, c'est pour remplir cette passion-là, en fait, vivre cette passion-là, mais aussi vraiment avoir un impact sur ma communauté, un impact positif sur ma communauté. Et je pense que la politique fédérale me donne une belle occasion de le faire. Charvet. Moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick, alors je connais très bien le Canada. C'est un peu pour ça que je me lance à la scène fédérale. J'ai aussi travaillé au Labrador, je connais très bien le Nord québécois, je connais les mines, je connais tout ce coin-là. Puis, je veux travailler pour faire du Québec un pays, puis je pense que je suis à la bonne place avec le Bloc québécois. J'ai beaucoup de respect pour mes homologues au niveau municipal puis au niveau provincial. J'ai choisi la politique fédérale ici dans Portneuf-Jacques-Cartier parce que je demeure dans Portneuf, je travaille dans la Jacques-Cartier. Également, bon, étant plus jeune, j'ai séjourné à l'étranger, j'ai vécu en Afrique, j'ai travaillé en France et aux États-Unis. Puis j'ai vu à quel point on était privilégié à l'étranger d'être Canadien, mais non seulement Canadien, mais aussi Québécois. Donc, moi, je suis tout aussi fier d'être Canadien que d'être Québécois. Puis Portneuf, j'y habite, la Jacques-Cartier, j'y travaille comme réserviste des Forces canadiennes. Donc pour moi, là, ça fait beaucoup de sens à 32 ans de prendre ma place sur la scène politique pour représenter les gens de Portneuf-Jacques-Cartier à Ottawa. Quels sont les avantages pour le Québec de faire partie de la Fédération canadienne? Mme Michaud. On a un contexte privilégié, je crois, de pouvoir collaborer avec les autres provinces pour le bénéfice du Québec. Alors, si on explore un peu, à travers mes voyages, à travers mes études aussi en sciences politiques, je me suis rendu compte que le Québec partage énormément de buts politiques avec d'autres provinces. Alors, je pense qu'en s'alliant comme ça et en travaillant ensemble, on arrive vraiment à un épanouissement de tous. Alors, c'est cette collaboration-là, je pense, qui peut bénéficier le Québec. Et ça permet aussi une véritable égalité des chances à travers le pays, le modèle de la fédération, en fait. Alors, je pense que le Québec peut s'épanouir au sein d'une fédération si, bien sûr, le fédéralisme est asymétrique et permet au Québec de bien être représenté, de pouvoir développer ses institutions, protéger sa culture et sa langue aussi. Oui. M. Godin, quels sont les avantages selon vous? En fait, le Canada est un grand pays. Je pense qu'il possède de très grandes ressources. Nous avons des avantages d'être dans un système fédéraliste. Et moi, je pars du principe que l'union fait la force. Dans un ère de mondialisation, nous n'avons pas d'avantage à se séparer. Il faut s'unir et partager nos forces. Moi, je pense Oui. au contraire. Ben, c'est ça, j'en doutais pas. Est-ce que vous voyez des avantages? Ben, je vois toutes sortes d'avantages à prendre nos propres décisions chez Non, nous. mettons, à faire partie d'une fédération.
Je trouve la Fédération canadienne assez désuète, qui a été formée il y a 150 ans passés, puis on a tenté de renouveler en 1980, puis finalement, le Québec n'a jamais adhéré à cette constitution. Fait que moi, personnellement, une monarchie, puis je vois pas bien d'avantage à ça, là. Je pense qu'on devrait être autonome. Moi, je suis un démocrate. Je voudrais que le peuple ait le pouvoir. Le démocrate qui vient de démos kratos, le grec qui veut dire pouvoir au peuple. Puis moi, je voudrais qu'on ait une constitution citoyenne au Québec, puis que le peuple reprenne le pouvoir. Ouais. Avec une proportionnelle, avec des référendums d'initiative populaire, ou des choses du genre. M. Gauvin, quels sont les avantages pour le Québec de faire partie du Canada ou de la Fédération canadienne? Je pense qu'en 2015, la plupart des gens que je rencontre me disent qu'effectivement, ils sont tout aussi fiers d'être Canadiens que d'être Québécois. Et je crois qu'au Canada, on est plus fort grâce à nos différences et non pas plus faible à cause de celles-ci. Puis, je pense que c'est important, par contre, que ça se fasse en partenariat et dans le respect des compétences, comme par exemple un plan d'infrastructure. Un plan d'infrastructure fédéral, par exemple, devrait se faire en partenariat avec les provinces dans le respect des compétences et faire appel, par exemple, au palier municipal qui est souvent le mieux placé pour savoir comment dépenser cet argent-là. Ça serait ma façon à moi de faire de la politique au fédéral. Oui. Est-ce que vous voyez des changements possibles? Comment vous voyez l'avenir, justement, de la Fédération? Est-ce que... pour Mme Michaud? Bien, je pense que les changements sont possibles si les citoyens font des choix différents. Alors, Jack Layton est le meilleur exemple, je crois. Moi, c'est mon inspiration dans ma façon de faire de la politique et de la façon dont le NPD fait de la politique aussi. Jack Layton était près des gens. Il a amené un message porteur d'espoir, d'optimisme en politique et je crois que ça, c'est possible. Alors, c'est comme ça que moi, je fais mon travail à tous les jours et en amenant cette attitude-là à la Chambre des communes, puis en travaillant avec les autres élus aussi de tous les partis, on peut arriver vraiment à des changements puis à des résultats qui vont bénéficier chacun des Canadiens. Comme quoi, par exemple? Est-ce qu'il y a des exemples concrets qui vous viennent à l'esprit? Bien, certainement. Je pense tous les partis politiques s'entendent. On a mentionné les infrastructures un petit peu plus tôt. Tous les partis politiques s'entendent pour qu'il y ait des fonds disponibles pour les municipalités, pour les provinces aussi, pour assurer la pérennité de leurs infrastructures, mais il faut collaborer. On s'entend tous là-dessus. Je pense qu'on aurait pu, tous les partis, travailler ensemble à la Chambre des communes et arriver à présenter un plan dans un budget qui viendrait tout de suite en aide aux municipalités. Malheureusement, ce n'est pas l'approche qu'on voit actuellement à Ottawa. Ça a été beaucoup de conflits et je trouve ça malheureux, mais je pense quand même qu'il est possible de faire de la politique autrement. Moi, M. Beausoleil, pour corriger Mme Michaud, présentement, c'est ce qui est mis en application. Et le gouvernement fédéral, avec M. Harper, a mis 20 de plus dans les infrastructures et c'est géré par le provincial. Et il y a un 20 discrétionnaire au niveau des élus municipaux qui ont à décider. Alors, il faudrait peut-être s'informer des dossiers avant de lancer la possibilité de dire qu'on va faire avancer les choses. C'est déjà efficace et c'est déjà en place. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait voir autrement, selon vous? Bien, moi, à ce stade-ci, je pense que depuis 2006, M. Harper a fait un travail respectable, remarquable. Je pense que les Canadiens et les Québécois ont eu une qualité de vie depuis 2006 qui est très intéressante. Il y a sûrement des choses à améliorer. À ce stade-ci, je ne m'avancerai pas sur des mesures particulières. Il faut travailler avec les gens du milieu. Il faut voir les besoins, entre autres, des élus municipaux. C'est eux qui peuvent nous donner le input sur le terrain. Et moi, j'ai rencontré les 28 maires des 28 municipalités de la circonscription depuis le 8 mai. J'ai fait le tour des municipalités et j'ai rencontré les élus. C'est eux qui peuvent nous influencer au niveau des infrastructures. Il faut travailler avec les gens du milieu. Il ne faut pas réinventer la roue. Il faut être partenaire. Oui. M. Harvey, est-ce qu'il y a des compétences que vous souhaiteriez davantage? C'est sûr que vous souhaiteriez que toutes les compétences, mais particulièrement... Premièrement, au niveau de l'impôt, je pense qu'on devrait payer notre impôt au Québec. Je répéterai à ça, je ferais seulement un rapport d'impôt qui serait québécois et on enverrait encore notre part au fédéral tant qu'on va dans la Confédération. Mais moi, personnellement, j'en sortirai au plus vite. Parce qu'on envoie 45 millions par année à Ottawa encore et on reçoit une petite péréquation, mais la majorité des investissements se font au Canada avec notre argent. Un bel exemple, c'est les frégates. Le Canada a décidé d'investir 33 milliards dans les frégates. Il y a 25 milliards à Halifax et il y a 8 milliards à Vancouver.
la Miel-Lévis, ici, l'autre bord du fleuve, est reconnue comme une des meilleures en Amérique du Nord, une des meilleures. Et puis, zéro. Et même, il y avait le ministre Blaney, qui c'était directement dans son comté. Et absolument rien pour nous. Et les Québécois ont payé pour ça, mon cher monsieur. Ils ont payé 8 milliards. Ça, c'est 1 000 $ par personne, par Québécois. Si vous avez 2 enfants à la maison, vous avez payé 4 000 $ pour des frégates qui vont être construites à l'extérieur du Québec complètement. Si on avait notre pays, nos frégates qui seraient construites chez nous, ils feraient travailler des Québécois. Êtes-vous d'accord avec... Ben, moi, j'aimerais revenir sur les points qui ont été abordés un petit peu plus tôt par Mme Michaud et M. Godin, entre autres au niveau des modèles qu'on peut avoir en politique. Puis oui, aujourd'hui, on est dans une société changeante. Donc oui, il y a des choses qui peuvent changer. Effectivement, ça peut passer par un leader. M. Layton, malheureusement, il n'est plus parmi nous. Pour ma part, c'est M. Trudeau qui incarne ce changement-là. C'est un bon père de famille qui a le cœur à la bonne place. Puis si on revient au sujet des infrastructures, moi, je serais prêt ce soir à discuter de quelque chose qui est très, très concret dans Portneuf-Jacques-Cartier, puisque nous sommes à Saint-Raymond. Moi, les gens que je rencontre sur le terrain, plus particulièrement les aînés, me partagent leur angoisse par rapport à ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années avec la rivière Sainte-Anne. Puis nous, ce qu'on a prévu, c'est un plan d'investissement en infrastructure qui est le plus audacieux de l'histoire du pays, 125 milliards de dollars sur 10 ans. Puis dans ces 125 milliards de dollars-là, sur 10 ans, il y a 20 milliards dédiés aux technologies vertes. Et dans les technologies vertes, il y a les digues, il y a les barrages, il y a tout ce qui peut nous protéger des contre-coups des changements climatiques. Encore une fois, en partenariat puis en respect des compétences. Ça, je pense que c'est du concret pour les gens de Portneuf. On pourrait y revenir. J'aimerais qu'on aborde un sujet qu'on n'a pas la chance de parler beaucoup actuellement en politique. La politique d'aujourd'hui est basée beaucoup sur les stratégies, sur l'image, les déclarations choc, les attaques de part et d'autre. On tente de discréditer ses adversaires le plus possible. La ligne de parti vous oblige à être systématiquement contre les idées des adversaires. Êtes-vous à l'aise avec ce genre de politique-là? Ou êtes-vous d'accord avec ce genre de politique-là? M. Godin. Oui. Moi, au niveau de la ligne de parti, à un moment donné, lorsqu'on rejoint un parti, il faut avoir des lignes qui nous rassemblent, qui nous unissent. Maintenant, moi, comme individu, ce que je m'engage à faire, c'est de défendre les intérêts des citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier à porte fermée. Et lorsqu'on aura pris une décision à porte fermée, nous sortirons publiquement et nous annoncerons notre position. Oui, à un moment donné, il faut travailler avec la ligne du parti, mais c'est sûr que si ça va à l'encontre des intérêts des citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier, M. Beausoleil, on se regarde les yeux dans les yeux, moi, je vais maintenir ma position personnelle dans l'intérêt des citoyens. Mais oui, effectivement, la plupart du temps, nous unissons derrière une ligne de parti. Je respecte ça. Maintenant, au-delà de ça, il faut se respecter nous aussi et respecter nos citoyens. Oui. Mais le fait de... Bon, pour vous répondre, êtes-vous d'accord? Vous sentez-vous à l'aise avec... vous avez vécu 4 ans, justement, comme à la Chambre des communes, comme député. Systématiquement, il faut être contre ses adversaires. Puis souvent, je suis certain qu'il y a des bonnes idées là, qui émergent de ça, mais il faut être contre. Est-ce que c'est correct comme façon de faire de la politique? Non, mais en fait, vous parlez de la ligne de parti et puis moi, j'ai jamais senti cette pression-là au sein du NPD. Les décisions qu'on prend, on les prend en discutant en caucus, on les prend en commun. Des fois, c'est difficile, c'est des débats qui peuvent être déchirants, mais on en arrive à des consensus et chaque député a la chance de s'exprimer et vraiment défendre ses convictions. Et il y a des votes libres à la Chambre. Plusieurs fois, j'ai pu voter en fonction de ma conscience, en fonction de ce que les citoyens de la circonscription m'avaient exprimé aussi. Alors moi, je le ressens pas, cette pression-là, la ligne de parti. Je me suis toujours sentie très à l'aise au sein du NPD de défendre ce qui est important pour les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier. Je trouve ça... Par contre, vous avez mentionné le fait de devoir être en désaccord avec des positions politiques de nos adversaires alors qu'on est fondamentalement en accord. C'est quelque chose qui est difficile à vivre, franchement, mais notre système politique est ainsi fait actuellement. Je pense qu'on pourrait peut-être voir des améliorations de ce côté-là si on avait un scrutin proportionnel, par exemple, qui donnerait vraiment une meilleure représentation des partis politiques, représenterait vraiment ce que les citoyens veulent voir à la Chambre des communes et là permettrait des vrais débats, des vraies discussions et favoriserait probablement le consensus. Nous, au NPD, on s'est déjà engagé à mettre la représentation proportionnelle de l'avant. Je pense que ça pourrait être une façon de changer cette ambiance-là à la Chambre des communes qui est parfois assez difficile à vivre.
Oui. M. Harvey, êtes-vous d'accord avec ce genre de Ben, moi, je suis climat, pas- en fait? Non, moi, je suis pour une politique. démocratie directe. Donc, le Bloc québécois est pour une République du Québec. Donc, une République, c'est le peuple qui décide non des lignes de parti. Un président est élu avec 50 des voix, non avec 30 comme actuellement. M. Harper a été élu avec 30 il fait l'appui le beau temps depuis 4 ans. Je veux dire, il nomme les ministres, il nomme les juges, il nomme tout le monde. Je veux dire, fait que pour moi, c'est pas vraiment... C'est une démocratie au déclin, si on veut. Mais une démocratie. Puis la ligne de parti, pour revenir à Mme Michaud, la ligne de parti, mes trois confrères ici, excusez, ma consoeur et mes 2 confrères, doivent suivre la ligne de parti qui vient de Toronto, d'ailleurs. Nous, là, au Bloc québécois, la ligne du parti, elle vient du boulevard Crémazie à Montréal et de l'Assemblée nationale. Donc, nous, on défend toujours les intérêts du Québécois. Oui, mais c'est une ligne de parti, même s'il y a des bonnes idées ailleurs aussi. Ben, moi, j'ai vous êtes, choisi automatiquement ou systématiquement oui, contre. moi, j'ai choisi le Bloc québécois. Je ne suis pas une vedette. Le Bloc n'est pas venu me chercher. Moi, j'ai lu les programmes de tous les partis. Je voulais me lancer en politique. Et le Bloc québécois allait très bien avec mes intérêts personnels. Pas mes intérêts personnels, mais mes convictions personnelles. Ouais. M. Gauvin, comment vous voyez ça? C'est une bonne question. Puis ma réponse à cette question-là, ça se trouve dans ma démarche. En fait, quand je dis que moi, je veux faire de la politique autrement, ça a été repris dans les médias. Pour moi, faire de la politique autrement, c'est entre autres essayer justement de passer à travers ça lorsque des enjeux qui viennent, qui doivent transcender la partisanerie. Je pense que présentement, on en a des enjeux comme ça qui sont très, très émotifs. Puis, il y a des choses qui doivent être décidées de façon consensuelle, non pas parti par parti, mais au sein du gouvernement en tant que tel. Puis, ma façon à moi de faire ça aussi, c'est de garder en tête que ceux et celles que je représente, c'est ceux et celles que je rencontre le samedi matin au marché des Deschambault, c'est ceux et celles que je croise ici à Saint-Raymond en me rendant au bureau. C'est ces gens-là qui me disent ce que je dois rapporter à Ottawa. Puis moi, je veux toujours pouvoir regarder ces gens-là dans les yeux et sentir que je les représente comme il faut. Oui. Mais le fait aussi que, bon, vous le voyez, du côté national, c'est beaucoup une question d'image, beaucoup une question de stratégie. On a l'impression que tout est organisé pour être capable de manipuler, entre guillemets, l'opinion publique avec des petites phrases courtes, chocs, qui vont passer à la télévision. Beaucoup de gens se désintéressent peut-être de la politique à cause peut-être de ces genres de stratégies-là. Êtes-vous conscient de ça ou comment? Moi, je peux me lancer. Moi, je vais vous dire que je n'ai pas cette lecture-là. Je vous dirais que les médias nationaux ne lancent pas les petites lignes que le Parti conservateur prépare. Et tout au long d'une campagne électorale, il faut bien voir la réaction des 4 partis. À un moment donné, il y a une plure de banane, puis la campagne dévie pendant 3-4 jours. C'est ça. Et honnêtement, je ne suis pas convaincu que tous les gens dans les stratèges des 4 partis réussissent à contrôler l'information, à passer les messages comme ils le veulent. Alors moi, j'ai un doute sur la perception. C'est sûr que dans une campagne électorale, il y a des gens qui travaillent à une stratégie, ce qui est tout à fait légitime, mais il ne faut pas leurrer la clientèle, c'est-à-dire les électeurs. Moi, je pense que chez nous, on ne leurre pas, on donne leur juste. Maintenant, pour les autres partis, il faudrait poser la question aux autres. Oui. Comment vous voyez ça? Je pense que l'image joue un grand rôle, mais les citoyens voient au-delà de ça. Les citoyens le perçoivent quand leurs élus sont honnêtes, sont près d'eux, sont à l'écoute. Moi, je l'ai entendu souvent, en fait, en me promenant sur le terrain à travers les diverses activités communautaires. Il y en a énormément à travers la circonscription. Et depuis 4 ans, j'ai été présente et les gens me le disent et l'apprécient. Alors, je pense qu'on est capable d'aller au-delà de ça. Puis les gens, les citoyens sont intelligents, les citoyens suivent ce qui se passe, s'informent et puis je pense qu'ils sont capables de voir clairement au-delà de ces questions-là d'image ou de phrases choc. Ouais, par contre, les médias, je ne sais pas l'influence des médias, en fait, où les journalistes ou les caméramans vont choisir les cotes qui vont être les plus croquantes, si on veut. On est comme dans ces zones-là. Ça devient comme un show. Avez-vous l'impression, justement, qu'on désinforme beaucoup plus les auditeurs, les téléspectateurs, où il y a un jeu malsain en Il y bout a de pas assez ligne? d'entrevues en profondeur comme on fait actuellement, parce que c'est ça, c'est des clips de 15 secondes qui passent dans les médias nationaux. Il y a de moins en moins d'entrevues en profondeur, 1 heure de temps avec un candidat. Je vous lève mon chapeau pour ça, c'est très bien.
Moi, je pense qu'en 2015, un avantage qu'on a, c'est que les gens peuvent se créer eux-mêmes la nouvelle, à savoir lire les journaux qui sont les plus intéressants, qui sont les plus neutres. Également utiliser les médias sociaux pour se renseigner, notamment sur Twitter et sur Facebook. Moi, je suis très présent sur Twitter, très présent sur Facebook. Puis ça fait 1 an que je suis sur le terrain, plus qu'1 an que je suis sur le terrain en tant que candidat officiel pour le Parti libéral. Puis mon message n'a pas changé depuis que j'ai commencé à faire du terrain. Puis je pense que ça, les gens s'en rendent compte. Puis ça fait en sorte que les gens ne me perçoivent pas comme un politicien, mais ils me perçoivent comme quelqu'un de la place qui veut s'occuper de nos affaires. Si le message avait changé depuis le début, bien là, ça vous donnerait raison un petit peu. Mais en ce qui me concerne, moi, l'accueil que j'ai sur le terrain est très, très chaleureux. Donc, je pense que les gens sont capables de bien voir quelles sont les motivations. Oui. Autre question aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que les partis politiques sont essentiels pour gouverner? Est-ce qu'il est essentiel d'avoir des partis politiques pour gouverner? Comme par exemple, dans chacun des comtés, on pourrait élire les meilleures personnes et on arrive à, que ce soit l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, puis les meilleures personnes pour occuper tel poste pourraient le faire. Mais les partis politiques en tant que tels, on a l'impression là, que peut-être beaucoup de gens aimeraient faire de la politique, mais n'osent pas le faire dans les partis politiques actuels. Si les gens étaient indépendants, dans le fond, est-ce que ça pourrait changer la façon de voir ou pratiquer la politique? Est-ce que, pour vous, est-ce que c'est essentiel d'avoir un parti politique pour gérer, pour gouverner? Bien, encore ici, je reviens à ça. Pour moi, le NPD n'est pas un frein pour mon travail, ne m'empêche pas de bien représenter les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier. Au contraire, je travaille avec une centaine de collègues qui partagent un projet de société, une vision, en fait, pour la société canadienne. Alors, en travaillant ensemble, je pense qu'on arrive à des beaux résultats, puis on est capable de faire avancer les choses dans l'intérêt de la société canadienne. Alors, pour moi, je ne vois pas le parti politique dans lequel je m'implique comme une barrière, bien au contraire. On allie nos ressources, puis on travaille ensemble pour le bénéfice de la société, en fait. Mais toujours dans la même équipe. Par contre, si l'équipe devient la Chambre des communes avec des individus, il peut y avoir une bonne personne, quelle que soit sa couleur. Dans le fond, le travail d'équipe se fait avec des bonnes personnes. Comprenez-vous, ça arrive déjà, en fait, à la Chambre des communes. De plus en plus, vous sentez ça? Bien, moi, je l'ai vécu à tous les jours, en fait, en étant à Ottawa, en travaillant sur des comités, sur certains projets de loi aussi, en travaillant au sein d'associations interparlementaires avec des collègues de d'autres partis. Je l'ai vu, cette collaboration-là. Et au-delà des partis politiques, j'ai pu constater directement qu'il y a des individus au-delà de tout ça. Et on peut travailler ensemble quand on met la partisanerie de côté. Je l'ai vu à certaines occasions, c'est possible. J'aimerais le voir plus. Je pense que le système politique dans lequel on travaille actuellement est peut-être difficile. Encore là, je reviendrai à un changement dans le mode de scrutin qui pourrait favoriser ça, peut-être cette influence-là individuelle des députés au sein des partis puis au sein de la Chambre des communes. Est-ce que c'est souhaitable, justement, peut-être de moins travailler dans une équipe close que de travailler avec des bonnes personnes un peu... Est-ce que c'est souhaitable, selon vous? Je pense que l'union fait la force dans la plupart des cas. En même temps, pour certaines questions plus délicates où vraiment là, la conscience de tout un chacun est mise à l'épreuve, c'est important qu'il y ait des votes libres. C'est important que les députés puissent représenter leur circonscription et également leurs valeurs personnelles. Cela dit, je pense que présentement, pour faire de la politique fédérale, il faut être au sein d'une équipe qui est forte. Moi, je suis très fier des candidats de la région de Québec. On se connaît dans plusieurs cas, depuis plus d'1 an. Et moi, c'est avec eux que je m'en vais à Ottawa. C'est avec mes collègues de la région de Québec que je vais représenter la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier et non pas moi tout seul. Là. Moi, j'y vois une plus-value, en fait. Oui. Charvé, comment... Il faudrait que ça change complètement. Je trouve que le vieux système britannique est complètement dépassé aujourd'hui. Le système uninominal. Donc, il serait souhaitable d'abolir les partis politiques puis que chaque individu travaille ensemble pour le mieux-être de leur... Oui, monsieur. Moi, je serais pour une république démocratique dans ce sens. Moi, je ne partage pas du tout l'opinion de M. Harvey. Moi, je pense que les partis politiques, ce n'est pas une contrainte pour faire avancer la société. Et c'est pour ça, ce qui est important, c'est de choisir des candidats avec une personnalité qui sont capables de défendre leurs idées
au sein de leur caucus. Mais les gens qui vont voter le 19 octobre, pour moi, pour le Parti conservateur, ils savent l'ensemble du programme. Mais par la suite, il faut qu'ils sachent que le candidat qui va être sur place, qui va être à la Chambre des communes, va être capable de faire avancer les dossiers. Alors ça, c'est une force. Et moi, ce que je pense, c'est que le parti politique n'est pas une contrainte. Au contraire, parce qu'on est mieux outillé qu'un indépendant. Maintenant, on travaille ensemble, mais on est capable, comme Mme Michaud le mentionnait, de travailler avec des individus de d'autres partis sur des dossiers bien précis. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes personnes à la Chambre des communes, tout parti confondu. Alors, il faut s'élever au-dessus de ça. Oui, un peu comme là, on tente à l'Assemblée nationale, justement, De pas applaudir. de ne pas applaudir, tout ça. Il y a comme un changement de culture qu'on est en train d'établir. Est-ce qu'à Ottawa, on devrait, justement, peut-être voir changer, justement, ce climat de travail? Qu'un premier ministre, avec 30 des voix, ait le contrôle absolu sur le pays pendant 4 ans. C'est complètement dépassé, ce système-là. Mais au-delà de ça, je pense que sur la question du décorum et du respect entre parlementaires, il y a du chemin à faire. En tant que jeune élue et jeune femme, les femmes aussi, ça n'a pas été aussi. Toujours très simple. Lorsque je faisais mes premiers discours, mes premières interventions, je peux vous avouer que des fois, il faut avoir la couenne dure, si vous me passez l'expression. Et je pense qu'il y a vraiment de l'amélioration à faire de ce côté-là. Oui. Alors, on va passer une courte pause et on va revenir sur le rôle, en fait, du député de terrain. Après la pause. Une élection fédérale aura lieu bientôt, le lundi 19 octobre. Saviez-vous qu'il y a 4 façons différentes de voter? Choisissez celle qui vous convient. Vous pouvez voter dans votre lieu de vote le jour de l'élection, le lundi 19 octobre. Votre lieu de vote sera ouvert pendant 12 heures. Ou, si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez voter l'un des 4 jours de vote par anticipation. Les lieux de vote par anticipation seront ouverts de midi à 20 heures du vendredi 9 octobre au lundi 12 octobre. Pour connaître l'adresse et les heures d'ouverture de vos lieux de vote, consultez votre carte d'information de l'électeur ou allez à élection.ca et tapez votre code postal dans notre service d'information à l'électeur. Parlons maintenant du rôle de terrain d'un député, comme dans la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier, qui est une circonscription grande, beaucoup de territoires, beaucoup de municipalités également. Quel est le rôle exact, justement, là, d'un député? Peut-être M. Harvey. Le député, c'est un peu genre le trait d'union entre les citoyens et l'appareil gouvernemental. Donc, nous, notre rôle, c'est d'être à l'écoute des gens et de leur aider à résoudre les problèmes. Comme quoi, par exemple? Comme amener des subventions, comme des gens qui ont de la difficulté avec le chômage ou, si je pense un peu, mettons, au supplément du revenu. Avant, le supplément du revenu, il fallait à chaque année le redemander. Nos personnes âgées qui n'ont pas des gros revenus et souvent la papeterie, c'est toujours compliqué. Grâce au Bloc québécois, depuis quelques années, le supplément du revenu, quand que la personne fait son rapport d'impôt, automatiquement, si elle a un faible revenu, automatiquement, elle reçoit le supplément du revenu. C'est des choses comme ça que le député doit travailler et amener des subventions aux entreprises locales aussi. Donc, au-delà de la partisanerie, il y a un travail de terrain. Dans le fond, c'est d'aider les gens à avoir accès plus facilement aux différents programmes existants au niveau fédéral. Exactement. Et l'appareil gouvernemental n'est pas partisan. Donc, n'importe quel député peut travailler pour ses concitoyens. Oui. M. Gauvin, comment vous voyez le rôle de député? Je pense que le rôle de député, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je veux représenter les gens de Portneuf-Jacques-Cartier à Ottawa et non pas l'inverse. Moi, je ne veux pas être le porte-parole d'un leader à Ottawa. Je veux représenter ce que les gens veulent ici. Puis ça implique 2 choses. Je pense que ça implique d'abord d'être le chien de garde des gens de Portneuf-Jacques-Cartier pour les dossiers qui sont plus importants ou qui vont vraiment préoccuper les gens. Je nommerais par exemple le dossier de l'oléoduc ou encore le dossier de la gestion de l'offre pour les familles agricoles. Faut que les gens se sentent
bien informés. Il faut que les gens se sentent bien représentés pour des enjeux aussi importants que ça. Puis, une autre façon, la deuxième facette, je pense, du travail de député, c'est de rendre des comptes. Présentement, les députés rendent des comptes souvent une fois aux 4 ans, en période électorale. Moi, ma façon de faire les choses, ce serait d'avoir un agenda ouvert pour que les gens sachent en tout temps où je suis et qu'est-ce que je fais. Suis-je à Ottawa? Suis-je dans la circonscription? Qu'est-ce que je fais? Sur quoi je travaille? Puis c'est également de répondre aux questions qui me sont posées par les citoyens. Oui. M. Godin. Ce que M. Gauvin mentionne, c'est la base. Effectivement, il faut être au service de nos citoyens. Il faut communiquer notre présence à Ottawa ou à Québec ou dans notre bureau de comté. C'est la base. Mais au-delà de ça, il faut travailler avec les gens du milieu. Il faut aider les citoyens à faire avancer leurs dossiers quand ils ont des problèmes avec la machine gouvernementale. Et il faut travailler avec les gens du milieu pour faire avancer les dossiers. Il faut s'assurer que les dossiers de Portneuf-Jacques-Cartier ne tombent pas dans l'oubli sur une pile de dossiers que les professionnels du gouvernement ont à traiter quotidiennement. Alors, je suis un chien de garde, moi, pour les dossiers. Et je dois travailler avec les gens du milieu pour être un facilitateur. Il faut comprendre, moi, comme je le mentionnais en entrée de jeu, j'ai rencontré les 28 maires des différentes municipalités de la circonscription. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'ils n'ont pas le staff pour trouver, permettez-moi l'expression, d'écrire comme staff les employés des municipalités. Ils sont déjà très chargés, très surchargés en termes de travail. Alors, le député se doit d'être un facilitateur pour voir à explorer dans les différents programmes. Il existe plein de programmes au gouvernement fédéral. Il faut aller chercher notre part de gâteau. Alors, ça, c'est entre autres le rôle d'un député. C'est aussi d'accompagner les citoyens dans des dossiers plus personnels. Moi, j'ai eu la chance de travailler au niveau provincial pour un bureau de comté et j'ai cette expérience-là, entre autres. Oui. Vous avez vécu durant 4 ans, justement, exactement le rôle de député. Là, Bien, en fait, ce que mes collègues mentionnent, c'est ce que je fais quotidiennement, en fait, depuis mon élection le 2 mai 2011. Je pense que le rôle d'un député, c'est d'être au service de sa communauté, au service des citoyens. Alors, ça va être soulever les enjeux à la Chambre des communes, mais au-delà de ça, au-delà de la période des questions, c'est faire du travail en comité pour continuer à travailler ces enjeux-là, présenter les enjeux qui sont importants aux citoyens lors de différents débats. Alors ça, c'est quelque chose que je fais déjà. Il faut être près de nos citoyens, il faut être près de la population pour vraiment comprendre les besoins des gens et pouvoir les orienter à travers les différents services qui existent au niveau fédéral, à travers les différents programmes. Et il faut que le député ou la députée, dans le cas actuel, soit un véritable partenaire pour les organismes, organisations de la circonscription et aussi pour les élus municipaux. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait régulièrement. Je vais donner un bon exemple. Alors, les Chevaliers de Colomb à Portneuf avaient besoin de rénover leur salle communautaire. Alors, avec l'aide de mon bureau, on les a aidés à remplir une demande pour le programme Nouveaux Horizons. Ils ont obtenu 25 000 $ pour pouvoir effectuer les réfections à la salle communautaire et maintenant, l'ensemble de la communauté en bénéficie. Alors, ça, c'est des choses que je fais régulièrement. Une autre chose que je pourrais mentionner rapidement, j'ai tenu tout au long de mon mandat des séances d'information sur le crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Alors ça, il y a plusieurs centaines de citoyens qui ne savaient pas qu'ils avaient accès à un crédit d'impôt comme ça parce que les députés fédéraux précédents n'avaient jamais diffusé l'information. Alors, j'ai tenu ces rencontres-là et c'est des milliers de dollars qui sont allés dans la poche de citoyens qui sont vraiment dans le besoin. Alors, c'est des choses comme ça que je veux continuer à faire en étant député de Portneuf-Jacques-Cartier. Est-ce qu'il est plus facile ou moins facile d'être un député dans un gouvernement autre, d'être à l'opposition, quand on est à l'opposition? Et pourtant, ce sont les mêmes programmes, ce sont les mêmes fonctionnaires aussi. Est-ce qu'il est plus facile quand on est au pouvoir, selon vous? En fait, je pense que personne ici autour de la table peut répondre parce qu'on n'a pas vécu cette expérience-là. À partir de vos observations. Moi, je vais vous donner mon opinion. Moi, je pense qu'il est mieux d'être à la table des décisions avec un gouvernement qui décide, ce qui permet de faire probablement avancer les dossiers plus rapidement. Moi, ça n'engage pas personne, ça n'engage pas mon parti. Moi, c'est ma lecture actuellement. C'est sûr que quand tu es avec le décideur en face de toi, les messages doivent mieux passer. Par contre, le programme est le même pour tout le monde. Absolument. Okay. Mais les programmes peuvent probablement être développés dans l'intérêt de la majorité des dossiers qui rejoignent les circonscriptions
qui sont à la table des décisions. OK. Mais en fait, je pense qu'on peut obtenir des résultats. Dans l'opposition, ça peut être plus simple si on est à la table des décideurs, effectivement. Mais il y a une question de volonté politique aussi dans le dossier. Si le gouvernement en place n'est pas prêt à faire des efforts, n'est pas prêt à travailler avec les députés des autres partis parce qu'ils sont majoritaires ou pour quelconque raison, c'est sûr que ça devient difficile de travailler les dossiers. Je vais vous donner un bon exemple. L'aérodrome de Neuville. Moi, j'ai pu constater des dossiers d'aérodrome qui se réglaient en Ontario étaient traités différemment que le dossier de l'aérodrome de Neuville. Il n'y avait pas d'écoute pour les élus municipaux à Neuville auprès du gouvernement conservateur, alors qu'en Ontario, dans le comté de Lisa Raitt, la ministre des Transports actuelle, ils ont pu régler le dossier de l'aérodrome totalement différent. Mais ça, c'est une question de volonté politique de la part du gouvernement. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait mes représentations, j'ai travaillé auprès des citoyens et de la municipalité. Mais si M. Lebel et Mme Raitt n'ont pas voulu agir, c'est une question de volonté politique. Ici, ce n'est pas question d'être dans l'opposition. Oui. Peut-être, oui, ou peu importe, allez-y. Non, il faudrait en parler aux travailleurs de la MEL Lévis qui sont sur le chômage actuellement, qui ont voté conservateur dans les 10 dernières années, comme je disais tantôt, puis ils n'ont absolument rien reçu pour les frégates. Zéro pin barre. Donc, ces gens-là, qu'est-ce que ça donnait de voter pour le pouvoir? Quand le pouvoir est ailleurs. Finalement, le pouvoir, il est à Calgary et à Toronto, le pouvoir, actuellement. C'est pour ça que nous, on veut le rapatrier au complet au Québec. Ouais. Pour qu'on décide de nos choses. Parce que vous, le Bloc québécois, automatiquement, vous allez être à l'opposition. On va être à l'opposition. Inévitablement. Oui, je suis d'accord. Mais actuellement, on s'enligne pour un gouvernement minoritaire. Puis si on dessine la balance du pouvoir, ça va être du pouvoir pour le Québec. Vous, M. Gauvin, quelle est votre observation, justement, là, du pouvoir d'un député qui n'est pas au pouvoir ou vice-versa? Je pense que le pouvoir est dans les mains du député. Je pense que le pouvoir est dans les mains du député dans le sens où je pense pas que le fait d'être dans l'opposition peut être une excuse ou une justification pour certains dossiers qui n'avancent pas aussi vite qu'on aimerait, par exemple. C'est le rôle du député de faire en sorte que les mandats soient bien défendus à Ottawa, peu importe qu'on soit dans l'opposition ou qu'on soit au pouvoir. Dans le cas de Portneuf-Jacques-Cartier, en 2008 et en 2011, les gens ne pouvaient pas voter pour le gouvernement en place parce qu'il n'y avait pas de candidat du gouvernement en place. Donc, je pense pas qu'il faut s'arrêter à ça. C'est le député qui fait la différence. Point. Oui. Oui, allez-y. En fait, Mme Michaud et M. Harvey, M. Harvey parlait de la Mille Davy. Il faut se reporter il y a 10 ans. Quel était l'état de la Mille Davy? Et il faut se souvenir que M. Molker, qui est le chef du Parti néo-démocrate, était d'accord pour qu'on ne subventionne pas la Mille Davy. Alors, pour ce qui est de la décision qui a été faite concernant les investissements et les constructions, les contrats qu'on devait donner, il y a eu des contrats qui ont été donnés tout récemment. Maintenant, il faut y aller de façon sérieuse. Il ne faut pas encourager un chantier maritime quand ils ont été sur le bord de la faillite. Ils ont été en faillite à plusieurs reprises. Alors, il faut comprendre ça. Et pour Mme Michaud, qui dit que pour ce qui est de l'aérodrome de Neuville, moi, si vous voulez mon opinion, si on avait eu un député qui avait une expérience et qui avait une détermination à faire avancer le dossier, je suis convaincu qu'il y aurait eu une écoute à Ottawa. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Si je peux me permettre, pour le chantier des vies, le NPD, on ne veut pas subventionner des chantiers spécifiques, mais on veut par contre un processus de distribution des contrats qui soit équitable. Alors, il y avait beaucoup de contrats qui auraient pu être distribués à travers les chantiers du pays, incluant le chantier des vies. Ça n'a pas été fait. Et là, maintenant, on se retrouve devant des retards considérables au niveau des frégates, au niveau de bateaux de la garde côtière notamment. Alors, je pense qu'il y avait moyen de répartir les contrats de façon équitable, mais malheureusement, le député de Lévis-Bellechasse n'a pas été en mesure d'accomplir ça. Est-ce que c'est vraiment une question politique ou vraiment quel est le pouvoir? On a l'impression, on entend beaucoup parler que le pouvoir appartient aux hauts fonctionnaires qui, eux autres, guident les députés, guident aussi les élus dans leurs décisions, ou des fois même, c'est presque eux autres, les fonctionnaires qui prennent les décisions. Sentez-vous ça, vous autres? Est-ce que le pouvoir appartient vraiment aux élus ou appartient plutôt à des fonctionnaires dans l'appareil gouvernemental? Les élus donnent la direction aux fonctionnaires, en fait. Les programmes mis en place, les directives, et tout ça, ça vient des élus, ça vient des lois qui sont votées, des projets de loi adoptés. Alors, les fonctionnaires sont responsables de l'application
et travaille en collaboration avec les ministres et autres parlementaires. Vous sentez ça responsables des bien? dossiers. En fait, là, c'est difficile d'avoir de l'information sur comment les ministères fonctionnent au fédéral actuellement OK. parce que le gouvernement en place est assez avare d'informations en général, que ce soit pour les sommes dépensées, les informations disponibles, etc. Mais en général, c'est comme ça que ça fonctionne au sein d'un gouvernement. Ouais. Avez-vous l'impression que c'est... Moi, je sens que malheureusement, le pouvoir est de plus en plus centralisé au bureau du premier ministre. Je trouve ça très déplorable. que c'est vraiment au bureau du premier ministre que les décisions C'est ce qui se me prennent semble. Moi, je n'étais pas à Ottawa, là, mais et que, vu de les l'extérieur. fonctionnaires des différents ministères appliquent ces décisions-là à la lettre. Oui, et souvent contre le gré, on a parlé aux scientifiques et aux chercheurs au Canada qui se font couper royalement leurs subventions, qui se font couper des centres de recherche au complet. C'est sûrement pas eux autres qui décident de couper. La coupe vient directement du bureau du premier ministre, selon moi. Parce qu'on dit que les élus changent, mais les fonctionnaires ne changent pas non plus. Là. Il y a quand même une stabilité au niveau des décisions, du travail qui se fait. Oui, monsieur. Ce que je pense, M. Harvey vient de lancer, c'est gros. Il est en train d'accuser que c'est géré par le bureau du premier ministre. Il faut quand même respecter les professionnels et les fonctionnaires du gouvernement. Et les conseillers aussi, j'imagine. Il y a une question d'éthique, il y a une question de gouvernance, et soyez assurés que s'il y avait eu de l'ingérence au niveau des décisions, c'est sûr qu'il y aurait eu des sorties de la part des syndicats et des individus. Oui. C'est gros. Oui, vous rajoutez quelque chose? Ben, je suis content qu'on revienne à des enjeux plus locaux. Je pense que la question est bonne, puis tout est une question d'équilibre, encore une fois. Si je prends un exemple local, l'oléoduc, moi, je suis ingénieur métallurgiste. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis un spécialiste en oléoduc. Il faut qu'il y ait une implication du politique, mais il faut quand même redonner une voix aux scientifiques. Il faut redonner une voix à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Il faut redonner une vraie voix juste à l'Office national de l'énergie. Donc, moi, je pense qu'encore là, c'est une question de respect, une question de partenariat pour faire en sorte que les décisions soient prises par les meilleures personnes, les gens qui sont vraiment compétents à la matière. Un niveau de confiance, quelque part, entre les différents professionnels qui s'attaquent aux différents dossiers. C'est pas parce que je suis réserviste des Forces canadiennes que c'est moi qui dois aller décider quel sera notre prochain avion de chasse. Il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour faire ça. Oui. Moi, je rejoins M. Gauvin et j'ajouterais qu'il faut comprendre que le système et les élus sont alimentés par les fonctionnaires, par les professionnels du gouvernement, mais les élus doivent avoir une personnalité pour challenger. Mm-hmm. Les élus ne doivent pas gober de façon unanime sur les informations. Et c'est sûr qu'il y a peut-être des élus dans le passé qui se sont laissés diriger par les hauts fonctionnaires. Mais les élus qui ont pu challenger ont fait avancer probablement les choses de façon plus adéquate. Si je peux me permettre, je pense que ce travail-là qu'on doit faire, les élus en collaboration avec les fonctionnaires, ça nous dit aussi qu'il faut qu'on maintienne un certain niveau d'expertise au sein de notre fonction publique. Alors, quand on sabre aveuglément et on coupe des postes à droite et à gauche, qu'on muselle nos scientifiques et que le directeur parlementaire du budget doit s'adresser aux tribunaux pour avoir de l'information sur où l'argent public est dépensé, on a véritablement un problème ici. Oui. J'aimerais qu'on parle d'économie. Enjeu important pour à peu près tous les partis politiques. Mais j'aimerais qu'on parle d'une économie un peu parallèle, non pas dans son terme péjoratif, mais l'économie du partage. Pour contrer la pauvreté, beaucoup de gens dans nos milieux et de plus en plus de gens ont de moins en moins accès à l'argent pour être capables d'arriver à payer leurs biens essentiels, que ce soit la nourriture, que ce soit le logement ou le vêtement. On voit des organisations comme le réseau des accorderies dans Port-Neuf, il y en a un peu partout au Québec, qui, en fonction du temps que tu consacres à quelqu'un, tu partages ton temps, donc tu n'es pas obligé de passer par l'argent. De plus en plus, au niveau des personnes âgées, il y a des échanges de services et de biens. Il y a une économie de partage qui, d'une façon ou d'une autre, fonctionne ou est très présent dans nos communautés, particulièrement en région, nous sommes les centres urbains. Aurions-nous avantage, justement, à valoriser ou à favoriser cette économie du partage-là qui attaque
directement la pauvreté des gens? Moi, je pense Oui, que M. ça Abbé? aurait plus avantage à distribuer l'argent actuel à travers les gens, en coupant les abris fiscaux. Combien qu'il y a de millionnaires qui cachent leur argent dans des abris fiscaux? C'est facile, ça. Arrêtez ça, les abris fiscaux. On n'a qu'à passer une loi, puis demain matin, c'est réglé. Je veux dire, Ce serait le fun. fait que, oh, non, mais quand même, ça prend une volonté politique. Et ça prend aussi différents paliers d'imposition. Je veux dire, dans les autres pays, en France, ces pays-là, tu vas payer, je veux dire, les plus riches paient leur part. Les compagnies paient leur part. Ici, au Canada, actuellement, on a un des taux d'imposition les plus bas pour les grosses corporations. Pour les banques, ça n'a aucun bon sens. Les banques, l'argent leur sort par les oreilles, ils font des milliards. Puis nous, ben là, c'est au Québec, on a coupé quand même la taxe sur le capital. M. Charest a coupé ça en 2009. On aurait 20 milliards de plus dans les coffres du Québec aujourd'hui. Est-ce qu'on parlerait d'austérité? Et pourtant, les banques ne seraient pas parties, là. La Banque royale ne serait pas partie ailleurs parce que s'ils veulent s'en aller, de toute façon, on peut bien s'en aller. Je veux dire, on va les remplacer. Desjardins est là, la Banque nationale est là, la Banque Laurentienne est là. Fait que moi, je trouve qu'on devrait avoir un meilleur partage de la richesse. De la simplement. richesse. M. Gauvin? Moi, je tiens à féliciter les gens qui, par exemple, partagent leur temps de façon à aider ceux qui en ont un petit peu plus besoin. Parce que c'est au sein du milieu, je pense que c'est à cause du milieu dans lequel on se trouve qu'on voit des initiatives comme ça. Ce pas des initiatives qu'on voit partout, puis il faut les encourager, ces initiatives-là. Du côté plus politique, qu'est-ce que moi je pourrais faire en tant que député? Le plan libéral est intitulé « Redonner à la classe moyenne » et à ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Je pense que la nuance est importante. Ceux qui font partie de la classe moyenne, ceux qui travaillent fort pour en faire partie, ça se décline de deux façons. C'est baisser l'impôt de la classe moyenne de 7 puis donner des allocations aux enfants non imposables qui sont plus avantageuses pour 9 familles sur 10. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire concrètement, que je peux faire concrètement pour aider la situation financière des familles de Portneuf-Jacques-Cartier. Oui, et vous considérez que ça, c'est assez pour sortir les gens de la pauvreté? On peut toujours faire plus. On peut toujours faire plus, puis il faut toujours faire plus. Puis c'est pour ça que je salue les initiatives locales, c'est pour ça que je suis fier de faire partie de l'équipe libérale, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour éradiquer la pauvreté dans Portneuf-Jacques-Cartier. Oui, Mme Michaud. Je pense que c'est des initiatives qui démontrent bien la solidarité que les gens de la circonscription ont entre eux. Et c'est quelque chose que les députés, les élus, en fait, de tous les paliers, doivent encourager. C'est des initiatives qui viennent en aide directement à des gens qui sont dans le besoin. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Et le gouvernement fédéral a une responsabilité là-dedans de venir en aide aux gens directement. Je vais vous donner un bon exemple. Le NPD, on a proposé des investissements de 1,3 milliard pour aider le maintien de nos aînés à domicile. Alors, le fait d'avoir accès à des services de santé près de chez nous, ça va éviter certains frais de déplacement pour des gens, une population qui est à rester. Un exemple parmi tant d'autres, mais je pense qu'on a vraiment une responsabilité en tant qu'élu. Puis, on peut faire beaucoup, beaucoup plus pour aider notre population, créer des emplois aussi. C'est important, aider nos créateurs d'emplois. Ce n'est pas les gouvernements en tant que tels qui créent les emplois, mais si on prend des mesures pour favoriser la création d'emplois localement, ça aussi, ça vient en aide directement aux gens qui sont dans le besoin. Alors, de rabaisser le taux d'imposition de nos PME de 11 à 9 dans un premier mandat, comme le NPD l'a proposé, ça peut venir en aide directement à nos créateurs d'emplois locaux, créer des opportunités de travail pour nos jeunes. Ça aussi, ça va être un moyen de délier à la pauvreté qu'on peut voir dans certains groupes. Alors, c'est des mesures comme ça, mais c'est vraiment en travaillant en collaboration avec la population et les organisations de la circonscription qu'on va être capable de trouver ensemble les meilleures mesures pour venir en aide à la population de Portneuf-Jacques-Cartier. M. Godin, croyez-vous à l'économie du partage? Absolument. Ouais. Moi, je pense que comme collectivité, je pense que la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier doit être fière de ce qui se fait par les gens du terrain, des gens dévoués, des gens généreux. Il faut soutenir ça. Mais au-delà de ça, il faut le soutenir. Je suis entièrement d'accord avec cette démarche-là et je serai le premier à les soutenir. Maintenant, au niveau de l'économie, ce que M. Gauvin mentionnait au niveau des gens des familles moyennes, nous, depuis 2006, on a baissé la TPS de 7 à 6, de 6 à 5. Nous avons mis 180 mesures fiscales pour permettre aux familles d'avoir plus d'argent dans leur poche. Nous, on pense que l'individu est la personne la mieux placée. Et ce que je trouve intéressant de Mme Michaud, c'est qu'elle
est en train de promouvoir notre programme parce que la baisse d'impôts au niveau des entreprises à 9 c'est déjà enclenché par le gouvernement Harper. C'est déjà en marche. Si vous me permettez, on avait proposé cette mesure-là avant l'adoption du dernier budget en Chambre, quand les conservateurs ont enfin mis la mesure dans leur budget. Donc, en fait, c'était une idée du NPD qui a été appliquée par les conservateurs. Alors, bien oui, tant mieux, c'est une bonne nouvelle si on peut travailler. Alors, on voit en fait que c'est un plan du NPD, une idée du NPD qui fait du sens aussi pour la circonscription. Oui. Peut-être juste revenir rapidement, justement, avec ce que M. Harvey disait au niveau des abris fiscaux et tout. C'est quelque chose qu'il faut s'attaquer, ça. Oui, certainement. C'est possible? C'est possible. C'est possible. De gagner ça? C'est un dossier qui est complexe, mais avec une volonté politique, on peut s'y attaquer, certainement. Il y a des milliards de dollars qui se perdent dans les paradis fiscaux et il faut agir là-dessus. Puis le NPD, on s'est déjà engagé à agir sur cette question-là. Croyez-vous à ça, M. Tout Gaudin? ce qui peut permettre de soulager la classe moyenne et de sortir les enfants de la pauvreté, je suis en faveur de ça. Oui, M. Gaudin, croyez-vous qu'on est capable d'attaquer ça? On ne peut pas être contre ça. Maintenant, il faut avoir la volonté et trouver des mécanismes pour faire en sorte, parce que les gens qui profitent de ces abris fiscaux-là se lèvent à tous les matins pour trouver des trucs. Alors, nous, il faut être plus vigilants. Oui. Alors, on va passer une courte pause et on revient avec la conclusion. Vous pouvez aussi voter en personne à n'importe quel bureau d'élection Canada au pays. Une fois l'élection déclenchée, les bureaux sont ouverts 7 jours sur 7. Consultez élection.ca pour trouver un bureau près de chez vous. Rendez-vous à l'un de ces bureaux pour voter n'importe quel jour jusqu'à 18h le mardi 13 octobre. Vous pouvez aussi voter par la poste. Une fois l'élection déclenchée, présentez une demande en ligne à élection.ca. N'attendez pas. Pour que vous puissiez voter de cette façon, votre demande doit nous parvenir avant 18h le mardi 13 octobre. Si vous ne pouvez pas présenter une demande en ligne, téléphonez à Élections Canada. Il nous fera plaisir de vous aider. Lorsque vous présenterez une demande, Élections Canada vous enverra une trousse de vote contenant un bulletin de vote et des instructions. Remplissez votre bulletin de vote et renvoyez-le à temps pour qu'il nous parvienne au plus tard le jour de l'élection. Il nous reste à peu près 8 minutes ensemble avant de poser la dernière question, en fait, de cette table ronde. Peut-être parlez-nous un peu de vos démarches d'ici le 19 octobre. Ce sont des grosses journées qui s'en viennent pour vous. Grosse semaine également. Comment on planifie ça, M. Harvey? Nous, on va faire le tour des municipalités. Je ne les ai pas toutes rencontrées encore, moi. J'ai commencé avant. Oui, c'est ça, ma campagne va commencer plus tard. Rencontrer tous les intervenants. J'ai déjà rencontré les préfets des MRC. Là, je vais faire le tour des municipalités et porte à porte, rencontrer les gens, serrer des mains et surtout leur demander leurs préoccupations. Oui. Des gens. Oui. Des citoyens. M. Gauvin, comment... C'est une très belle réponse. C'est une très belle réponse. J'ai 2 oreilles et une bouche. Ça fait plus qu'1 an que je suis sur le terrain. Oui. Puis j'écoute. J'écoute ce que les gens ont à me dire. Oui. Mme Michaud. Encore. Bien, là, présentement, je fais des rencontres de mise à jour avec les élus municipaux. On comprendra que je les ai rencontrés à multiples reprises au cours des 4 dernières années. Mais je continue ces démarches-là. Et puis, bien sûr, du porte-à-porte, continuer à participer aux événements de la communauté, comme je l'ai toujours fait dans le cadre de mon mandat. Alors, ce n'est pas quelque chose que je veux changer. Au contraire, c'est des belles opportunités pour rencontrer les gens. Et bien entendu, j'ai mentionné le porte-à-porte, mais c'est encore du porte-à-porte. Je pense que mes collègues pourront vous le dire. C'est une occasion privilégiée d'aller rencontrer les gens et de vraiment entendre ce qui leur tient à cœur et voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que politiciens, pour leur venir en aide. Vous considérez que le porte-à-porte, c'est quand même une démarche importante pour l'électeur? C'est encore... Ça a toujours été ça depuis la politique et c'est encore comme ça, M. Gaudin? Moi, je vous dirais que, puis pour répondre à la question que vous avez posée, mes 3 collègues ont une bonne recette. Je pense qu'on a tous la même recette. Ouais. Maintenant, il faut, au-delà de ça, aller rencontrer les organismes, aller rencontrer les gens le plus souvent possible pour avoir une cueillette d'informations. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. Nous sommes là pour travailler avec les gens. Il faut connaître. Moi, je pars du principe, c'est comme un médecin. Si on va dans le cabinet du médecin et on ne leur dit pas le bobo,
il ne pourra pas nous prescrire le bon médicament. Alors, nous, comme on n'a pas la prétention d'être des médecins, mais nous, comme élus, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les besoins, quelles sont les préoccupations, et on est là pour les aider et faire avancer leur dossier. Alors, oui, c'est du porte-à-porte, oui, c'est du téléphone, oui, c'est des activités, rencontrer les organismes, rencontrer les gens du milieu, être présent dans le plus grand nombre d'occasions pour pouvoir rencontrer le plus grand nombre. Il y a 105 000 résidents dans Portneuf-Jacques-Cartier. Alors, Oui, c'est on les une rencontrera grosse- malheureusement pas tous. Non, Aucun de mes collègues va pouvoir, non, mais il c'est faut sûr. en rencontrer le plus possible. Oui. En terminant, si vous êtes élu le 19 octobre prochain, quels seront les 3 principaux dossiers régionaux pour vous et aussi votre équipe, M. Harvey? Pour nous, un des principaux, c'est l'oléoduc. L'oléoduc va traverser le territoire de Portneuf de l'ouest jusqu'à Saint-Augustin-de-Demort et va traverser le fleuve à peu près 10 km de la ville de Québec. Nous, on trouve ça, on est 100% contre cet oléoduc-là. On n'a aucun sou à gagner de ça. On n'a aucun... Rien ne va être raffiné au Québec. Rien ne va être vendu au Québec. Ça traverse seulement notre territoire. Le seul pétrole qu'on va avoir de ça au Québec, c'est des fuites. Ouais. Puis on n'en veut pas. Oléoduc, autre projet? La gestion de l'offre. OK. Nous ici, voulez-vous juste les normes ou je Oui, les oui. explique? Là? Non, on n'aura pas le temps de les expliquer. Là, on va pouvoir le faire à une autre occasion. OK. La gestion de l'offre aussi, on veut protéger nos agriculteurs. On a vu ce qui est arrivé avec l'entente avec l'Europe et les fromagers. Je veux dire, et on veut justement, on veut protéger la gestion de l'offre, nous, ici. Autre projet? On veut s'occuper de l'aéroport de Neuville. On ne veut plus que ça arrive, que le fédéral empiète sur les règlements municipaux et provinciaux comme ils ont fait à Neuville. On va s'arranger plus que ça C'est arrive. dans les 3 principaux dossiers, si vous êtes élu. Le quai de Portneuf, le faire enfin avancer et régler de façon définitive pour faire du développement récréo-touristique pour une grande partie des municipalités de l'ouest du comté. Également, la gazéification du parc industriel de Saint-Marc-des-Carrières. Il faut activer ce dossier-là. Et l'offre, la gestion de l'offre, c'est très important. Le premier ministre l'a dit, le lieutenant du premier ministre, M. Lebel, l'a mentionné. Nous allons protéger la gestion de l'offre. Alors nous, notre chef, le premier ministre du Canada l'a dit, et c'est important pour nous. Oui. Mme Michaud. Le quai de Portneuf qui a été mis en vente actuellement par le gouvernement conservateur. Alors moi, je veux être un véritable partenaire pour la municipalité de Portneuf. Je travaille en collaboration avec eux pour faire avancer leur projet depuis 4 ans déjà. Alors, je veux continuer à travailler avec la municipalité. Le dossier de l'aérodrome fait partie de mes priorités. Je travaille sur ce dossier-là depuis le premier jour de mon élection et je m'engage à avoir une rencontre avec un ministre des Transports néo-démocrate et la municipalité de Neuville et les citoyens, bien entendu, pour en arriver vraiment à une solution satisfaisante dans le dossier. Et dernier dossier, soutenir l'économie locale, notamment en soutenant les parcs industriels, que ce soit à Saint-Marc-des-Carrières ou ailleurs dans Portneuf, et les parcs industriels régionaux qui se développent actuellement dans la Jacques-Cartier. Oui. Terminant, M. Gauvin. Redonner de l'air à la classe moyenne en baissant les impôts, sortir les enfants de la pauvreté en donnant plus d'allocations familiales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est utiliser notre plan d'investissement en infrastructure pour réparer le quai de Portneuf et prévenir les inondations de la Sainte-Anne, ici même à Saint-Raymond. Puis, en dernier lieu, être le chien de garde des gens de Portneuf-Jacques-Cartier dans le dossier de l'oléoduc et également dans le dossier de la gestion de l'offre pour les familles agricoles. Oui. Alors, c'est tout le temps que nous avions. Merci infiniment de votre collaboration. On va se revoir très bientôt dans un autre contexte, mais les 4 aussi en même temps, le 6 octobre, le mardi 6 octobre, à la salle du conseil municipal à Saint-Raymond. Alors, ça complète donc cette émission spéciale élection fédérale Portneuf-Jacques-Cartier. Merci à Stéphane et Patrick à la régie, ainsi que Réal et Charles à la caméra. Prochain rendez-vous le mardi 6 octobre en direct de la salle du conseil de ville de Saint-Raymond de 19h à 20h30. Ici Michel Beausoleil. Bonne fin de soirée.